4 films Toy Story. 4. Ha ha ha. Bientôt 5. C'est la raison pour laquelle on a cette vidéo tier list. Ça fait... J'arrête pas de dire... Combien de fois j'ai dit, lorsque je relançais un peu le tier list, ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas une tier list. Ça doit bien faire au moins 4 ou 5 fois que j'ai dit ça. Mais ouais, ça faisait longtemps, hein, et oui, dernièrement, j'avoue que je suis plus chaud à l'idée de faire des top retours, des tier list, je sais plus. Parce que les concepts, ça va, ça vient, et ça finit par s'estomper, et c'est un petit peu le cas pour moi. Néanmoins, étant donné qu'on va pas tarder à avoir un Toy Story 5 et que j'ai déjà fait la trilogie Toy Story de base, je me suis dit qu'en tant qu'à faire, ça serait un bon point pour attirer des vues de façon à propos avec le seul Toy Story que j'ai pas encore traité en top retour, le 4, et bientôt le 5, que je ferai peut-être en top retour quand le 6 sortira, allez savoir, hein. Restez sur vos sièges à ce niveau-là, mais ouais, Toy Story 4 est un film qui me divise pas mal, un peu comme Toy Story 1, sur des raisons un peu différentes, et c'est une bonne chose pour faire un top 10 détaché avec le positif et le négatif comme d'habitude, hein, ça commence à devenir récurrent ces top retours là. Un film qui se fait beaucoup cracher dessus et je comprends très bien d'où ça vient, je reviendrai sur des critiques assez évidentes que je partage, mais il y a aussi des points qui méritent d'être défendus, qui en font un film bien sans plus. Ce qui nous donne donc cette petite liste-là. Avant de partir sur le top 10 en question, j'aimerais faire un petit encart personnel pour un problème qu'aurait pu être dans la liste, mais que j'estime un petit peu à part du film en lui-même. Mais voilà, j'en parle quand même, ça va être la mention honorable, le point numéro 11 si vous préférez, le fait que c'est une suite pas du tout nécessaire qui s'est forcée. Et c'est clair et net. La fin de Toy Story 3 restera à jamais une conclusion quasi parfaite à une trilogie qui a vraiment su placer son univers et ses personnages. Le fait de vouloir en rajouter une couche dessus est dérangeant, quoi qu'il arrive. Même si ce Toy Story 4 avait été excellent, même si ça avait raconté quelque chose de sublime, si j'avais pas de problème avec, il y aurait toujours ce problème de poursuivre quelque chose qui avait sa conclusion quasiment irréprochable de mon point de vue, du point de vue d'énormément de gens. Et ça, oui, c'est pas complètement anodin, mais c'est détaché de l'œuvre en elle-même, c'est plus le concept de l'œuvre qui est à redire là-dedans. C'est pour ça que ça fait pas partie du top 10, mais je comprendrais que certaines personnes considèrent ça comme un problème. Bien, maintenant que c'est dit, commençons le top 10 comme il se doit. Je peux pas te laisser. Je peux pas te laisser. Je peux pas te laisser. Numéro 10, les hasards qui arrangent bien les choses. Comment dire, il y a des petits hasards qui s'acceptent dans le film que je vais pas trop blâmer en soi, on va dire que c'est plus cumul par rapport au reste, c'est-à-dire comme par hasard, il y a besoin d'une clé dans le magasin, elle tombe pile poil à côté d'eux, comme par hasard, Gabi Gabi a besoin d'un synthétiseur vocal, il se trouve que Woody qui tombe de façon complètement hasardeuse dans ce magasin en a un. Ce genre de truc, tu l'acceptes dans les facilités d'écriture parfaitement prenables qui te dérangent pas particulièrement. Néanmoins, il y a une coïncidence que je peux pas pardonner aussi facilement, c'est le fait que, comme par hasard, Woody se trouve pile poil dans l'aire de récréation où se trouve Bo. Après tout ce temps. Waouh, le monde est petit, comme je l'ai dit dans ma critique, et ouais, ça force vraiment le fait que cela se retrouve sans que ce soit amené d'une quelconque façon. Et les facilités d'écriture grosses à ce point, pour moi, c'est pas anodin. Je me suis plaint des, comme par hasard, des facilités d'écriture de ce type-là dans d'autres films, ça marche aussi ici. C'est pas aussi agaçant que d'autres points, c'est pour ça que c'est le point le moins haut, mais c'est pas non plus rien, hein, de mon point de vue. Numéro 9, le couple Bo-Woody.
très attachant. Je trouve que c'est limite une amélioration par rapport aux 2 premiers films où ce couple était vraiment traité en surface et il n'y avait rien de développé en détail dessus. Là, on prend la peine de le développer en détail, quitte à peut-être faire du retcon sur 2-3 points. On sent que c'était pas tout à fait la même dynamique qu'avant par rapport à tout de suite, mais il y a quelque chose d'assez vite touchant qui joue sur le fait qu'ils ont un passif, ne serait-ce que par rapport à l'intro. L'intro qui n'est pas totalement dans mes points positifs, mais elle regroupe beaucoup de points positifs, parce que j'aime bien l'intro. Et l'intro appuie vraiment cette relation entre eux, et le fait qu'ils se retrouvent après tout ce temps, même si, une fois de plus, c'est un gros comme par hasard, et ben c'est touchant. C'est touchant le fait de les montrer se redécouvrir, de découvrir après tout ce temps perdu, que l'un comme l'autre signifie maintenant presque tout pour l'autre, maintenant que toute cette histoire avec Andy s'est passée, et ça reste assez joli. C'est pas le meilleur couple qui soit, mais après, je trouve, 2 premiers films où c'était mignon sans plus, vous avez fait quelque chose qui allait un peu plus loin, donc je donne des points à ça. Numéro 7 et 8, de nouveaux persos secondaires qui marchent et d'autres pas. C'est partagé, donc je vais plus retenir le positif que le négatif. C'est pour ça que voilà, vous avez cet ordre-là que j'ai un peu indiqué, mais ouais, dans un sens, j'apprécie vraiment ce qu'on a fait avec les nouveaux accompagnateurs de Bose, ce tout petit jouet Rikiki, mais vraiment Rikiki même pour eux, qui a sa petite personnalité, cette vivacité, et Duke Kaboom qui est peut-être un petit peu caricatural, mais caricatural plutôt drôle, avec des compétences qui en font quelque chose d'un peu plus qu'une blague. Ce sont 2 personnages qui apportent quelque chose, qui aident à cimenter un peu cette nouvelle situation, cette nouvelle dynamique de groupe qu'on essaye d'instaurer, qui passe bien. Et à côté de ça, il y en a 2 qui n'aident pas du tout à cette dynamique, c'est-à-dire les 2 blaireaux, Ducky et Bunny, qui sont... C'est les chieurs complètement idiots qui se forcent. Une fois de plus, j'ai pas envie de m'étendre grandement sur eux parce que je trouve que c'est le gimmick le plus pourri qu'on puisse faire pour des comics de service. Franchement, il n'y a rien de profond chez eux, c'est des gueulards qui se forcent dans l'intrigue, je les supporte pas. Mais ils restent secondaires, et si ils plombent les quelques moments où ils se trouvent, je trouve pas qu'ils plombent énormément le rythme du récit ou les grosses bases d'une quelconque façon. Donc voilà, c'est juste des persos chiants qui auraient jamais dû être là, mais je survis de savoir qu'ils existent. On va dire ça. De fait, je donne un peu plus de points à Duke Kaboom et à Giggles, tout simplement parce que ils ont un rôle plus poussé et plus impactant, ce qui fait qu'ils se remémorent plus. Néanmoins, c'est au détriment des personnages secondaires qu'on connaît bien d'avant, qui sont mis au banc. C'est un peu insultant pour moi, je vous le cache pas, de voir ces personnages qui ont tellement apporté dans le voyage de nos protagonistes, qui ont été impliqués au moins dans Toy Story 2 et 3, parce que une fois de plus dans Toy Story 1, j'ai quelques problèmes avec ça, les voir être relégués à ça, à cette présence, genre on existe, et c'est irritant. Alors, c'est pas non plus le plus gros, je pense que à partir du point suivant, on commence à entamer les morceaux un petit peu vraiment importants qui méritent véritablement d'être très soulignés. Mais oui, j'estime que c'est pas non plus anodin que ces gars-là qui ont tellement apporté avant soient relégués au stade de décor. Franchement, la seule contribution de ces persos, c'est d'emmerder les parents de Bonnie lorsqu'ils essayent de conduire pour les forcer à se rendre là où ils doivent se rendre, et c'est mis en scène de façon très grossière.
Et rapidement, il y a Jessie qui a crevé un pneu. Voilà. Yokaida, c'était pas fameux, pas satisfaisant du tout. On a fait pire avec un autre personnage dont on parlera plus tard, mais vraiment, les personnages de soutien qu'ils sont tellement anecdotiques que c'en est un petit peu insultant. Et heureusement que je me souviens évidemment de leur participation dans la trilogie originale pour que les au revoir de fin aient un impact particulier, sinon ce serait assez osef. Mais à côté, on a un retour d'anciens persos secondaires très réussi. Et oui, je trouve que le retour de Bo Peep est très satisfaisant sur beaucoup de points, et quitte à en faire un léger retcon. C'est pas tellement un retcon, une sorte de réécriture de caractère à un certain degré qui peut être un peu gênant, mais je vais être franc avec vous. La Bo Peep de Toy Story 1 et 2, elle m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Le fait de lui donner un peu plus de caractère, plus d'audace, j'ai envie de dire, appuyé quand même en grande partie par le fait qu'il a dû vivre à la dure par elle-même, hors de sa famille pendant une période importante, je trouve que ça joue beaucoup dans mon appréciation de la configuration qu'on veut mettre en place. La Bo Peep qu'on rencontre a de la répartie, de la compétence et s'incruste vraiment très bien dans la plupart des résolutions que ce film veut mettre en place. En dépit du fait qu'une fois de plus, que c'est un gros comme par hasard que Woody tombe sur elle. Je ne vais vraiment pas cracher là-dessus. Et si je ne retire pas une seconde ce que j'ai dit au début de cette vidéo, comme quoi le troisième film était une conclusion quasi parfaite, s'il y a bien un élément sur lequel il est vrai qu'on a été expéditif, c'est la disparition de Bo Peep dans l'histoire. Le fait de jongler là-dessus, de rebondir sur ça pour dire ce qui lui est arrivé, ne serait-ce que dans l'intro, qui une fois de plus est très très bien faite, vraiment. Je redis ce que j'ai dit au début de ma critique. S'il y avait eu que cette intro, ça aurait été un super court-métrage pour rajouter à l'histoire globale de la trilogie. C'est malheureusement pas tout à fait le cas. Cette intro présente très bien le fait qu'elle veut s'impliquer dans la vie des jouets, et c'est ça qui a provoqué le fait qu'elle a fini par disparaître. Mais aussi, ça a mis en place qu'elle a fini par être délaissée par Andy, et même sa petite sœur voulait plus tellement passer du temps avec elle. Le fait qu'elle se sente plus vraiment à sa place dans cet endroit, et qu'elle tente Woody pour qu'il l'accompagne, ce qu'il n'a pas pu accepter parce qu'il était avec Andy à ce moment-là, et Andy était tout pour lui. Le fait de jouer sur ce double cas à travers sa personnalité, le fait qu'elle soit impliquée là-dedans, je trouve que c'est très bon. C'était l'angle à prendre pour justifier un tout petit peu cette suite. Et je suis content que vous ayez pris cet angle-là. C'est ce qui fait en grande partie que j'arrive à accepter ce film en dépit du fait, une fois de plus, que la trilogie se concluait de façon quasi parfaite et qu'il n'y avait pas besoin de suite. Mais j'arrive à l'accepter en grande partie par cette approche et ce que ça entraîne. On en parlera plus tard à la fin de cette liste. Mais ça ne compense pas le numéro 4, la régression mentale de Buzz. Je trouve que plus ça va, au fur et à mesure des films, moins Buzz brille par lui-même. Mais autant dans les films 2 et 3, on arrivait quand même à lui donner son heure de gloire à un certain degré. Même si dans le troisième film, il est un petit peu transformé en mode espagnol, il accomplit beaucoup de trucs. Là, je sais pas ce qui se passe. On sent que vous vouliez, une fois de plus, créer du gag un petit peu lol autour de Buzz qui est un petit peu en décalage avec une sorte de réalité. Et vous n'avez pas trouvé d'excuse pour soit lui faire changer de personnalité, soit découvrir un second Buzz qui découvrirait le monde comme lui dans le premier film, vous voyez. Donc vous l'avez fait régresser mentalement stupidement. Et pour moi, c'est un foutage de gueule abyssal. Franchement, ce délire autour du fait qu'il comprend pas que la voix intérieure, c'est pas juste une voix qui est à l'intérieur de soi, au sens littéral, et que c'est pas ce bouton qu'il a sur lui
devrait lui dicter comment se comporter. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule qu'il croit ça, après tout ce temps, mon cul sur la commode. Le fait qu'à la fin, lorsque Woody et Bo se séparent, ils sachent pas quoi faire. Il demande un conseil à cette voix intérieure pour comprendre quoi faire. À aucun moment donné, il devrait partir sur cette voix-là. Et qu'est-ce que je fais? Dis-moi, ma voix intérieure. Non, il devrait dire, c'est mon ami, je vais l'épauler quoi qu'il arrive. Merde, c'est quoi ce délire? Régression mentale, on a forcé un gag pas drôle autour de lui, ce qui l'a grandement amoindri. Heureusement que la fin rattrape un petit peu le coup, surtout par rapport au point numéro 1 dont je parlerai, mais cette partie-là est vraiment ultra insultante. Hein. Pas tout à fait la plus insultante, mais c'est le pire point numéro 2 pour moi sans trop de problème. Numéro 3, Gabi Gabi. C'était une bonne surprise, hein, franchement. Parce qu'au départ, il y avait une petite ambiance un peu horrifique, pas trop mal. Hein. Franchement, dans tous les films, on appuie toujours à un petit côté horreur sur certains points. Et ce 4e film ne sort pas du lot à cet égard. Oui, son approche un petit peu avec ces espèces de sbires poupées un petit peu à la Chucky, ça marche bien pour l'ambiance. Mais j'avais un peu peur quand même malgré tout, après 3 films, qu'on parte un peu trop dans la redite par rapport, ne serait-ce qu'à la résolution, mais ce n'est pas ce qui se passe. Au bout d'un moment, même si je trouve qu'on perd un peu de temps à amener ça dans une partie des conflits, au bout d'un moment, on appuie que oui, elle tient vraiment à retrouver cette espèce d'amour d'enfant qu'elle a perdu, et que même si elle va un peu loin dans son approche, il y a quelque chose qui peut se respecter chez elle. Et à partir de ce moment-là où on lui donne l'opportunité de passer à autre chose avec ça, et ben il y a tout cet arc de fin où on doit l'aider à se trouver une petite fille ou un petit garçon, mais ça va être une petite fille, à combler pour se sentir heureuse, avoir ce bonheur d'être un jouet, une thématique qui est présente depuis le début. Et ça, c'est touchant. Voilà, c'est un antagoniste à rédemption à un certain degré. C'est pas tout à fait une rédemption, c'est-à-dire que voilà, elle en vient un petit peu à se calmer dans son délire, mais son envie, sa motivation est parfaitement rattachable. On va jusqu'au bout de la chose en ne l'antagonisant pas jusqu'au bout, et c'est assez touchant, plutôt malin, et c'était pas quelque chose que j'avais vu venir. C'est un très bon point, je trouve, que l'antagoniste, en dépit de son doublage français qui peut être un peu bof-bof, est vraiment excellent dans l'approche. Il vaut pas tout à fait l'autre zoo, et je pense que je la préfère à Papy Pépite en termes de personnalité, même si je trouve qu'en termes d'écriture, Papy Pépite est mieux. Mais ça change, j'apprécie vraiment qu'on sache vraiment passer d'un antagoniste différent à un autre, et on verra bien ce qu'il en sera pour le 5e film, mais au moins sur ce plan-là, vous m'avez jamais vraiment déçu. Numéro 2, Fourchette. Vous attendiez à autre chose comme pire point de ce film? Franchement, vous attendiez à ce que je situe quoi que ce soit comme pire que Fourchette? J'emmerde ce personnage. C'est une plaie débile, pas drôle à supporter durant une grosse partie du film qui plombe grandement l'appréciation, hein. Parce que je comprends l'idée, je comprends le concept autour de Fourchette. L'idée, c'est d'appuyer un nouveau jouet qui n'accepterait pas sa fonction de jouet et que Woody essaierait de guider vers ça, parce qu'il s'inquiète pour Bonnie, qui ne veut pas trop être avec lui, mais il veut quand même sentir une responsabilité particulière envers elle. Et de fait, donc, ce jouet-là représenterait une sorte de passage de flambeau à un certain degré. Il faudrait donc le surveiller au début et puis après l'aider. Parce que c'est important quand même qu'ils doivent, entre guillemets, être secourus face à Gabi Gabi pour notre héros. Donc, je comprends très bien l'intérêt du personnage sur le concept. Dans l'exécution, c'est de la merde. Comment c'est possible d'accepter une mentalité de perso centrale
à ce niveau. Ah là là, je suis un déchet, ma place est parmi les déchets. C'est du lit affligeant, c'est du gag débile. Et c'est ce sur quoi on va se centrer durant la première moitié, enfin plutôt l'amorce assez longue de presque 30 minutes de ce film. Genre, voilà, il participe à créer ce jouet à la con, qui aurait pu être autre chose qu'une putain de fourchette créée à la volée, quoi. Parce que, je suis désolé, mais Bonnie, elle va pas pleurer jusqu'à la fin de sa vie parce qu'elle a perdu une putain de fourchette en plastique, quoi. Une cuit-fourchette de mes couilles, qu'elle a collé avec 2-3 merdouilles, quoi. Je suis désolé, elle perdra ça, elle va être triste 2-3 jours, elle passera à autre chose, hein. À un moment donné, je suis désolé, faut arrêter les conneries, elle s'en fera un autre. Puis merde. Pardon, hein, mais c'est le cas. Petit détail comme ça. Mais ouais, quoi, même au-delà de ça, je veux dire, s'il avait une mentalité un peu différente, il voudrait se barrer parce qu'il ne comprendrait pas le principe d'être un jouet, il ne voudrait pas ça. Et oui, qu'on soit bien d'accord, c'est très réminiscent de la dynamique entre Woody et Buzz au début. Buzz qui ne comprend pas le principe d'être un jouet, et c'est amené un peu différemment. On aurait pu l'amener un peu différemment qu'entre Woody et Buzz, c'est ce qui est fait dans ce film-là, mais sans en faire un débile profond, parce que c'est un débile profond, hein. C'est un arriéré durant les 25-30 premières minutes de film. Après coup, il est juste là et on en a rien à foutre, quoi. C'est juste la victime à sauver, puis basta. Mais franchement, le fait d'insister à ce point sur ce gars-là, et puis de faire une mini-série centrée sur ce blaireau, putain, mais je comprends pas les gens. Apparemment, cette merde est suffisamment populaire auprès des créateurs et auprès du public pour que ça passe, ça. Et bon, c'est les mêmes gens qui considèrent que l'humour à la Alerte Rouge ou à la Jumpers, c'est parfaitement acceptable pour du Pixar. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je suis clairement plus du tout avec les gens, là. Voilà, c'est pour ça, sur le concept même, la base même, intéressant, dans l'exécution, c'est foireux et stupide, à un niveau ahurissant. Ça m'irrite, vraiment. C'est le plus gros défaut de loin de ce film pour moi. Mais malgré tout, ça contribue au point numéro 1, l'arc de Woody. Et là, je vais pas mettre tout le monde d'accord. Je pense que depuis le début, je mets pas forcément tout le monde d'accord, mais là, c'est très polémique. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça. Je me suis déjà un petit peu étendu sur le fait que, pour moi, ce n'est pas vraiment trahir la fin de Toy Story 3 que de dire que Bonnie ne voit plus Woody comme un de ses jouets préférés et qu'elle le délaisse un petit peu. Ce n'est pas trahir la fin de Toy Story 3. Une fois de plus, une enfant de cet âge peut partir sur les centres d'intérêt différents, des centres d'attention différents. Ça me dérange pas. Et oui, le fait qu'il quitte ses amis pour vivre une autre aventure, pour moi, c'est une façon d'amener une sorte de drame où la vie évolue, un peu différent de ce qu'on a fait dans la trilogie originale. Alors oui, vous pouvez vous dire que c'est pas un peu ce que promettait la trilogie de départ, mais si on part là-dessus, à la fin de Toy Story 2, Woody était prêt à rester dans un grenier avec tous ses amis, dont Buzz. Et c'est pas ce qui se passe à la fin de Toy Story 3, ils sont pas dans un grenier. Voilà, il est prêt à concéder le fait de ne plus être là avec Andy dans Toy Story 3, alors que dans Toy Story 2, il était prêt à rester avec lui jusqu'au bout. On fait un peu évoluer cette mentalité. Et donc, j'accepte ça. Et quand on accepte ça, je comprends que ce soit pas votre cas, hein, je comprends que vous ayez un peu de mal avec ça, je trouve que ça rend quelque chose de vraiment touchant. Woody a un mal fou de se détacher des responsabilités qu'il avait envers Andy et essaye de les transposer à Bonnie. Bonnie qui ne le voit pas comme son jouet préféré, son jouet principal. Donc il a un peu de mal à l'assimiler, mais malgré tout, il veut se donner un rôle de surveillance de son bien-être, si j'ose dire, pour une espèce de façon de vivre comme il le faisait avant, même si cette façon n'existe plus en fait. C'est pour ça qu'il tient à tout prix à ce que Fourchette accepte son rôle de jouet et est prêt à aller loin pour le récupérer, alors que si il avait eu quelques neurones, il l'aurait laissé se jeter dans une poubelle et
il n'aurait rien eu à foutre de lui. Mais étant donné qu'il se voit comme responsable de la création de ce jouet et du bonheur de Bonnie par rapport à ça, il tient absolument à ce qu'il accepte ce rôle pour se ressentir encore impactant, important pour la vie de l'enfant dont il s'occupe. Même si au bout du compte, il n'aura pas le même impact. Et ce qu'il doit apprendre à la fin de ce film, c'est se détacher de ce besoin de responsabilité en partant sur ce qui était la deuxième chose la plus importante pour lui avant, c'est-à-dire sa relation avec Beau, qui est maintenant la première chose. Maintenant que les choses ont évolué, maintenant la première chose la plus importante pour lui. Sa relation avec Beau, qu'il redécouvre, lui fait comprendre qu'il n'a pas à s'accrocher à un nouvel enfant comme il l'a fait pour Woody et qu'il peut maintenant vivre sa vie de façon complètement différente. Ce qui amène cette décision lourde de sens assez forte où Buzz comprend qu'il sera beaucoup plus heureux avec la jouet qu'il aime et où ils font ces au revoir qui sont très touchants, qui auraient été un peu plus touchants si les jouets secondaires avaient été plus mis en avant, mais bon, ce moment-là, je peux pas nier que ça m'a ému et que c'était une conclusion d'arc personnel et qui s'est mis au-dessus d'un autre arc personnel, qui s'est mis au-dessus d'un autre arc personnel. Ça s'appelle Toy Story, mais ça devrait être Woody Story, cette tétralogie. Ça reste touchant en dépit de ça. Et franchement, quand je dis que le retour de Beau est ce qui m'a convaincu à apprécier ce film, ça va avec, bien entendu, de façon plus forte, ce que ça implique pour Woody, c'est-à-dire le fait de repartir sur d'autres priorités qui ont changé avec le temps. Et quoi de mieux que Beau, en fait? Franchement, c'est parfait à cet égard-là. Donc oui, on peut y voir des défauts sur la considération de la fin du troisième film. Pour certains, j'estime que ça n'est pas vraiment à ce stade d'importance globale sur le long terme quand on s'y penche, mais je comprends qu'on puisse y voir des soucis. Personnellement, c'est ce qui fait que ça marche. Ce film marche très bien en lui-même, et même si c'est un arc de Woody au-dessus d'un arc de Woody au-dessus d'un arc de Woody, et ben c'est ce troisième, quatrième arc du gars m'a ému à peu près autant que les autres arcs avant. Bon, peut-être pas tout à fait autant que l'arc du troisième film, faut pas exagérer, mais ça m'a bien ému quand même. Vers l'infini et au-delà. Et je suis vraiment très mi-figue mi-raisin sur le fait de le faire revenir dans le cinquième film. Fedez, vous aviez au moins eu les couilles dans ce quatrième film de changer statu quo avec Woody qui disparaît, et là vous avez trouvé une excuse pour qu'il revienne l'espace d'un moment afin de pas trop changer la dynamique, et je trouve que c'est un peu naze. Je trouve que vous auriez un peu porté vos couilles si vous aviez créé une histoire sans Woody au moins, même pas. Donc voilà, je sais pas quoi en penser de ce cinquième volet à venir. J'ai beaucoup de doutes au moment où je vous sortirai cette vidéo. Il devrait pas tarder à sortir et je ferai dans pas très longtemps un avis à tiède dessus. Mais voilà, là à l'heure actuelle, je suis dubitatif. Bien, en vous remerciant d'avoir suivi ce top 10, je ne sais pas quand je ferai d'autres top retours, une fois de plus. Ça va, ça vient maintenant. À très bientôt. Bye.